les, les civilités d'usage, hein, le mot de bienvenue. Donc, moi, c'est John Sumbulula. Je suis basé ici aux États-Unis actuellement et je suis dans la coordination de ce collectif qui a organisé la réunion d'aujourd'hui. Le collectif s'appelle Collectif pour la reconnaissance du génocide en RDC. Ce collectif est né cette année après la commémoration qu'on fait chaque année les 2 août pour commémorer, pour que le peuple ou le monde commémore, se rappelle des atrocités qui se déroulent en RD Congo. Donc, je remercie vraiment le public qui a répondu en grand nombre présent aujourd'hui à notre invitation. Bien que nous avons limité cette réunion à des experts au départ, notre souhait était vraiment d'avoir une réunion de travail et de réflexion plutôt que d'avoir un genre de conférence-débat dans un premier temps. Mais il faut savoir que le processus dans lequel nous nous lançons, on sait qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours et beaucoup comment on appelle ça, beaucoup d'organisations qui travaillent sur la thématique et beaucoup de personnes qui sont actives sur cette thématique. Donc nous, ce que nous voulons apporter, c'est essayer de créer un lien, un réseau entre toutes ces initiatives-là. Donc pour nous, c'est un processus. Aujourd'hui, nous allons discuter de tout ce qui est juridique. Nous allons essayer de nous focaliser que sur le juridique. Donc je demanderai vraiment aux intervenants et aux personnes qui participent de vraiment se focaliser sur le côté juridique parce que nous savons que le processus est beaucoup plus long. Nous savons que cette problématique a plusieurs facettes, plusieurs formes. Et l'aborder et trouver la solution ne se limitera pas qu'au juridique que nous allons discuter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vraiment, le but est d'essayer de se focaliser sur les conditions juridiques, sur les éléments juridiques, sur ce que les lois disent, les lois prévoient, et puis de voir avec le contexte, avec la réalité de terrain, avec la réalité de la problématique, comment essayer de présenter les choses sur le plan juridique et puis par après, on verra sur le plan géopolitique, par rapport aux réalités de terrain, comment, comment dire, comment résoudre ce problème et comment faire reconnaître ce génocide et comment appliquer la justice. Donc vraiment, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont répondu massivement présentes à cette réunion, quoique on n'a pas publié vraiment le lien, on l'a envoyé dans les réseaux par des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on sait actives, mais on a eu vraiment un grand retour. Je vous remercie. Cela montre vraiment que vous donnez de l'intérêt à cette problématique et que la justice, vraiment, c'est le souci de beaucoup de gens et que j'espère qu'on travaillera ensemble. Je remercie aussi les intervenants qui ont accepté vraiment avec toute simplicité, avec toute modestie, malgré leurs tâches, malgré leurs activités, de venir nous parler et nous partager leur savoir, leur expérience et leurs connaissances. Sylvie, à un moment, présentera un peu plus les, 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 les intervenants principaux. Donc, Jean-Maubert Senga qui fera une petite introduction et puis le professeur Jacques Bokani qui, lui, développera beaucoup plus cette thématique juridique, cette analyse juridique par rapport au génocide au Congo, par rapport au massacre en RDC. Donc, vraiment, je vous remercie de votre disponibilité et de votre dévouement et de voilà, de tout ce que vous faites. Je sais que ça sera plus une analyse juridique et non pas de prendre parti parce qu'à un moment, il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui est vraiment des méandres même de la loi, de ce qui ne va pas, de vide et de ce qu'il faut faire. Et nous vous remercions vraiment pour ça. Donc, le collectif, comme je vous l'ai dit, est né cette année. Et nos objectifs, vraiment, sont d'unir nos forces pour atteindre ces objectifs de reconnaissance du génocide. Donc, travailler sur la mémoire, travailler sur la reconnaissance au niveau mondial, travailler sur la justice pour lutter contre l'impunité. Parce que pour nous, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une vraie paix chez nous, et que pour comment dire, les esprits s'apaisent, pour que la vie continue après toutes ces atrocités, je pense qu'il faut une justice et la vérité. Et donc, pour nous, ça, c'est très important de travailler sur ces aspects-là. Et aussi, nous pensons aussi, nous avons comme objectif, et nous pensons qu'il est très important de ne pas oublier de penser à la préservation de notre intégrité territoriale et de notre unité nationale. C'est aussi quelque chose qui est lié à ça. Donc, pour le déroulement de la réunion, nous espérons que cette réunion ne prendra pas plus de 1h30. Là, nous avons déjà un retard d'à peu près 15-20 minutes parce qu'il fallait un peu ajuster la technique. Il se fait que nous avons dû changer même de lien pour des raisons techniques, vraiment, pour travailler vraiment comme il faut, comme le public
est nombreux et qu'il y a différentes langues et que nous tenons vraiment à ce que les anglophones puissent aussi parler, puisqu'un des objectifs aussi de notre travail, c'est celui de encore plus ouvrir le réseau, d'encore plus ouvrir les contacts par rapport à cette problématique. Et donc, nous avons des personnes qui parlent anglais, qui souhaitaient aussi discuter, que nous avons dans nos connaissances, que nous avons invité. C'est ainsi que techniquement, ce n'est pas aussi évident d'avoir une traduction simultanée et nous avons dû adapter. Nous remercions beaucoup à ce sujet Friends of Congo, qui est une organisation aussi qui milite depuis des années, qui est aussi bien connue dans le milieu, qui nous a aidé à résoudre ce problème et avoir ce format de Zoom beaucoup plus important. Et voilà, donc nous remercions encore Friends of Congo aussi par rapport à ça. Donc, la réunion est prévue pour 1h30, vraiment 2 heures maximum. Le mot de bienvenue, moi j'ai commencé, et puis après, la coordination, des membres de la coordination du collectif, donc des organisations comme la Lucha, le CCUS, donc la communauté congolaise des États-Unis, COPAX, Beni Lobbying, et peut-être les victimes du Sud Kivu, mais je ne les ai pas encore vues, pourraient faire un petit mot et nous dire aussi, vous souhaitez aussi faire aussi un petit mot de bienvenue. Après cela, Jean-Maubert Senga fera une introduction contextuelle par rapport à cette thématique pendant à peu près 10 minutes. Et puis l'orateur principal, le professeur Jacques Mbokani, parlera pendant 30 minutes. Il nous présentera le côté vraiment juridique de la question. Ensuite viendront les questions-réponses qui pourront prendre 40 minutes. Nous verrons les personnes qui auront demandé la parole, les personnes qui sont présentes, les personnes qui nous ont contactés avant, nous leur donnerons la parole. Mais ce que nous recommandons aussi, c'est que les personnes mettent les questions par écrit déjà, qu'on puisse déjà voir à peu près. Si aussi, quand vous mettez la question, vous pouvez dire, moi, je suis de telle organisation, ou bien je suis un simple citoyen militant, ou bien je suis un témoin, ou bien je suis dans tel coin, ou bien ce serait un peu bien. Parce que si on est très nombreux par rapport à tous ceux qui sont inscrits à la centaine de personnes, si tout le monde est là, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, mais à un moment, on pourra peut-être regrouper des questions et donner la parole qu'à une ou deux personnes qui auraient des soucis ou des questions qui iraient dans un même sens. Et puis, à la fin, nous aurons les conclusions et puis nous prendrons des résolutions. Puisque les résolutions, pourquoi? Parce que ce que nous avons dit, c'est un processus. Donc, ce travail n'est qu'une étape. La question juridique, l'analyse juridique n'est qu'une étape, nous pensons, de toute cette problématique. À une autre étape, nous verrons avec tous les témoins, avec toutes les organisations de terrain, quelle est la réalité de la situation, qu'est-ce qui s'est fait, comment ils sentent les choses et comment ils apprennent, quels outils ils ont aussi pour travailler. Et voilà. Donc, à un autre niveau, nous verrons avec ceux qui sont beaucoup plus forts dans tout ce qui est stratégique, dans tout ce qui est lobbying, dans tout ce qui est, voilà, comment faire de sorte que toute cette problématique puisse avancer, puisse être défendue. Donc, il y aura encore beaucoup plus d'autres étapes et nous vous recommandons vraiment de nous laisser vos coordonnées, de garder nos coordonnées. Je pense que vous avez vu notre adresse email du collectif Reconnaissance Génocide rdc@gmail.com ou les numéros de téléphone qui ont circulé, gardez-les, envoyez des messages pour qu'on vous garde dans notre base de données et qu'on considère que nous travaillons en partenaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une étape, peut-être d'autres seront frustrés de ne pas s'exprimer, mais nous aurons d'autres réunions moins publiques, plus délicates, plus stratégiques aussi dans le futur. Et c'est bien que nous restions en contact et que nous travaillons vraiment à moyen et long terme. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai terminé mon étape de mots de bienvenue. Donc, je vais donner la parole à vraiment 30-40 minutes à nos représentants des différentes organisations qui sont dans la coordination du collectif. Et après, les intervenants parlent. Donc, je laisse à Sylvie le soin de faire suivre les interventions des organisations de la coordination. Merci encore une fois, John, et encore merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi selon la localisation où vous êtes. Comme John vient de le dire, on sait que c'est important vraiment de se mettre ensemble pour discuter de cette question. Et que, comme il a déjà introduit, nous sommes réunis en collectif. Le collectif que nous avons mis en place est venu juste après une démonstration que nous avions faite au niveau de State Department, là où on est allé
dire au State Department que nous, voilà qu'on est en train de tuer le Congolais et qu'il n'y a pas encore une action sérieuse qui est en train d'être entreprise. Et qu'à l'issue de cette rencontre, à cette démonstration, tous les participants qui étaient là, ils se sont dit pourquoi on doit rester toujours intervenir en solo. C'est mieux que nous nous mettons ensemble, que nous réfléchissons, comment nous mettons les efforts ensemble pour que nous nous fassions entendre, mais aussi que nos actions soient plus efficaces et qu'on ne soit pas éparpillés. C'est comme ça que nous sommes réunis avec des différents, comme vous l'avez vu, il y a des différentes natures d'organisation. Il y a ceux qui viennent de mouvements citoyens, il y a ceux qui viennent de plateformes, il y a ceux qui viennent des associations, il y a ceux qui viennent juste parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont été victimes de la situation. Et donc, c'est quelque chose c'est une situation mixte, des acteurs mixtes qui ont différents intérêts et qui ont une lecture qui viennent de différents angles qui permettent que nous réunissons les efforts à comprendre bien le contexte du génocide tel que les experts vont nous le dire, si tel est le cas. Parce que, comme on l'a dit, on l'appelle génocide parce qu'il y a beaucoup de morts qui sont morts, mais on devra entendre des juristes qui ont la connaissance de concepts, de qualifications et tout. C'est pour ça que nous avons été très intéressés et plutôt trouvé important que nous invitions nos deux panélistes qui sont vraiment expérimentés à la matière et qui vont nous le présenter. Moi, je représente l'une des organisations. Je suis membre de la Lucha, de la section Europe-États-Unis. Notre organisation qui est la Lucha, je suis content qu'il y a d'autres membres aussi qui sont là-bas, Emmanuel et les autres. La Lucha aspire à un Congo nouveau et pour l'un des piliers qu'il y ait un Congo nouveau, il faut qu'il y ait la justice soit faite pour les victimes, mais aussi l'établissement de la justice et la restauration de la justice au niveau du pays. Et c'est ça, cette motivation seulement, qui nous fait joindre à ce mouvement, à vouloir aussi discuter et trouver des solutions aux problèmes de justice qui continuent toujours à survenir au niveau du Congo. C'est juste là. Nous avons des spécificités de plusieurs organisations, mais le nôtre, c'est ça notre point d'intersection avec toutes les autres organisations qui auront aussi la chance de se présenter. Sur ce, je passe la parole à mon collègue, pas mon collègue, au professeur Lopez, qui va nous parler aussi de son organisation, qui est le CCUSA. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que les gens m'entendent. Je suis professeur Lopez Kibiswa. Ici, je représente la CCUS, Congolese Community of United States. Et CCUS est une plateforme des organisations et des personnes qui font un travail de lobbying et de pression pour le Congo et les Congolais aux États-Unis, et dans la mesure du possible, faire entendre la voix de Congolais à travers le monde. Et quand je dis aux États-Unis, c'est à la fois en direction de la Maison-Blanche, du Congrès et du département d'État, ainsi que en direction de l'ONU à New York. Et donc, notre intérêt à participer à cette action pour la reconnaissance du génocide au Congo, c'est le fait que nous sommes dans la défense de l'intégrité du territoire national et de notre unité nationale. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas génocide sans identité précise. Et les stratèges de l'autre côté, de ceux qui ont conduit au génocide au Congo, ils sont en train d'attaquer justement les fondements de la revendication en voulant aussi démanteler le pays pour qu'il reste impuni ad vitam aeternam. Donc, voilà pourquoi nous avons jugé utile de nous joindre et de joindre nos efforts avec les autres organisations pour que
la cause soit entendue. Merci beaucoup. Merci, professeur. Sylvie, je m'excuse. Il y a des personnes qui ont réclamé de voir le visage de professeur Nopez. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas ouvert sa caméra, si c'est volontaire ou pas, professeur Nopez. Ma caméra, je ne sais pas si moi J'ai vu ça dans le chat. Je ne savais pas que j'étais caché. Hein? Ok, Sylvie, tu peux continuer. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Hein? Parce que là, Okay. je croyais que je suis en train d'être vu. Oui, en fait, merci, professeur. Quand vous aurez le temps, vous allez ouvrir votre caméra. Nous allons donner... Oui, c'est moi-même. Oui, en fait, le technicien va nous aider à le faire. Mais entre-temps, on donne la parole à Madame Marie-Cécile pour nous parler de Benny Lobbying. Ouvrir le micro de Maman Marie-Cécile. Vous l'avez ouvert? M. Rousselma. J'étais dans le chat, donc je ne la vois plus. Il faut que je... La voix, j'ai ouvert. Madame? Bon, Est-ce que maintenant ça va? Vous pouvez m'entendre? Oui, on vous attend. Merci. OK. Enfin, c'était un plaisir d'être là et de pouvoir partager le peu que nous essayons de faire pour sensibiliser, prendre une action à ce qui se passe chez nous. Donc, nous avons pris cette initiative en attendant et en voyant les massacres qui continuent à se perturber au pays, surtout à Beni, et ainsi de suite. Et nous avons engagé quelques actions pour essayer de sensibiliser, porter la connaissance des départements d'État et ceux qui pouvaient nous attendre à la Maison-Blanche, ainsi de suite, de ce qui était en train de se passer. Alors, nous sommes là, donc, unis à l'écoute et aussi essayer de nous joindre à d'autres qui sont conscients et aussi préoccupés avec cette situation pour qu'ensemble, nous puissions mener une action qui porte des fruits, quoi, et alléger la souffrance de ceux qui sont en train d'être persécutés et brimés chez nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose du groupe. Je pense que c'est clair. Benny Lobbying, c'est l'organisation de gens originaires de Grand Nord qui se sont aussi sentis concernés par la situation et qui veulent aussi apporter leur effort pour qu'on adresse la situation des tueries à Beni et dans le Grand Nord. Merci, madame. Nous allons passer la parole à madame, au représentant de CDI qui va nous parler de leur organisation, de leur motivation à joindre le collectif. Merci beaucoup, madame. C'est Dr Mboula. Je suis dans la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. CDI, comme vous savez, c'est Congo Democratic Initiatives en anglais. Et nous sommes Congolais, donc américains d'origine congolaise. Et ceux qui sont américains et ceux qui portent la carte verte, c'est-à-dire le résident permanent et les réfugiés. Nous sommes représentés pratiquement dans tous les États aux États-Unis et nous avons aussi des branches partout à travers le monde, dans tout le pays, pratiquement à travers le monde. Et la mission de CDI est de promouvoir la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains, tout en dénonçant la corruption, la dictature, et cela par l'engagement citoyen et le développement du pays. Comme vous l'avez si bien souligné, et d'autres l'ont clairement
souligner, nous sommes en train de dénoncer clairement ce qui se passe dans notre pays. La dictature, nous ne la voulons pas. Les tueries qui se passent à l'Est, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons un pays de justice. Nous voulons que les gens vivent en paix, en harmonie. Nous voulons que le pays soit développé, pas de la manière dont le gouvernement en place est en train de le faire. Nous avons plusieurs actions de stratégie que nous développons pour voir dans quelle mesure nous pouvons stopper ce qui se passe dans le pays et surtout avec le problème de la CENI. Nous développons des stratégies comment arriver à faire entendre notre voix auprès des institutions américaines. Nous travaillons avec toutes les institutions sans but lucratif au pays et ici aux États-Unis, comme Black Lives Matter. Demain, j'aurai une réunion avec eux pour voir comment nous pouvons, de manière, disons, structurée, travailler ensemble pour que nous puissions étudier le voies et moyens qu'ils utilisent pour mobiliser les gens ici. Et nous voulons aussi qu'ils comprennent notre sort, et notre difficulté et notre angoisse parce que nous sommes le même peuple et nous avons le même problème, que ce soit en Haïti, ici, au Congo et un peu partout dans le monde. Donc, nous sommes très contents d'avoir John Mbulula, qui est notre représentant. Moi, je suis le dirigeant de la cellule de lobbying et donc de relations avec les partenaires. Nous avons des relations avec les sénateurs, les congressmen. Nous sommes très contents que John et vous autres, vous avez pris cette initiative de dire non, nous ne pouvons pas travailler de manière dispersée. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts, surtout pour les génocides que tout le monde veut taire. Et nous ne voulons pas que le monde puisse taire qu'il y a des tueries dans la région de l'Est de notre pays. Donc, nous allons travailler ensemble, nous allons mettre tout ce qui est de côté pour voir dans quelle mesure nous pouvons conjuguer nos efforts. Il y a un aspect que je n'ai pas, disons, cité dans ma présentation. Nous faisons des cotisations mensuelles et des cotisations spontanées pour soutenir tout ce qui se passe à Kinshasa. L'AMOCA, quand ils ont de marche, nous envoyons de l'argent pour que si quelqu'un est blessé ou quelque chose se passe, qu'ils prennent soin de tous ces aspects-là. Donc, nous sommes bien organisés, bien structurés et nous sommes fiers d'être avec vous, compatriotes, et nous allons tout faire pour que nous ne ménagions aucun effort pour que cette organisation, cette plateforme soit active et réussisse. Donc, c'est notre vœu et je partagerai aussi avec le professeur Inung, qui est le secrétaire exécutif, que nous avons représenté l'organisation et que nous sommes là avec vous ensemble. Donc, nous allons apporter tout notre appui et tout notre savoir à vous et à tous les compatriotes qui nous écoutent, que le problème du Congo, c'est notre problème à tous. Et nous sommes convaincus que si nous serrons le coude, nous allons réussir ce combat. Et c'est un combat important. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Vous avez pris beaucoup plus de temps puisqu'on doit être plus succinct puisqu'on n'a pas assez de temps. On a encore la parole pour COPAX. Est-ce que Madame Angélique est là? Oui, bonjour à tout le monde. Pouvez-vous m'entendre? Oui, je vous entends. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Angéline de COPAX. COPAX, en fait, c'est une organisation qui a été créée autour d'une personnalité de référence, le docteur Denis Mukwege, et qui a beaucoup martelé sur l'importance de revenir sur le rapport mapping qui examine
beaucoup d'incidents, plus de 617 incidents graves commis au Congo sur une période de 10 ans. Et ce rapport nous montre qu'il y a des crimes graves qui sont commis au Congo, mais en même temps, il y a une absence choquante de justice. Et c'est vraiment un rappel sévère des conséquences de l'impunité. Ce rapport recommande la mise sur pied des mécanismes de justice pour briser tout ce cycle de violence et l'impunité afin d'honorer la mémoire des victimes. Alors, c'est suite à l'appel, durant son discours à Oslo lors de la remise du prix Nobel, il rappellera, le Dr Mukwege dira qu'il n'y a pas de paix durable sans justice. Et c'est pour donner suite à l'appel du Dr Mukwege pour une prise de conscience et une prise de notre sens de responsabilité collective que Conscience congolaise pour la paix, COPAX, est née. Alors, COPAX, c'est quoi rapidement? C'est un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice, mettre fin à l'impunité chronique et aussi façonner un développement durable et positif en RDC et dans sa région environnante. Pour ce faire, on a 3 piliers d'action: la paix, le développement durable et la justice. Donc, je vais simplement rappeler ce que nous recherchons pour la justice, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. La justice à travers, entre autres, la représentation des victimes congolaises auprès des cours et tribunaux établis en RDC ou à l'étranger, en se constituant en partie civile, tout en appelant à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et c'est dans ce cadre de justice que, lors du 2 août, le prix Nobel de la paix nous avait invités à travailler avec d'autres associations, notamment pour la reconnaissance du génocide congolais. Et c'est pour ça que nous avons répondu à l'appel de John pour faire partie de cette synergie. Merci beaucoup, Madame Angélique. Et le dernier, c'est l'organisation des enfants victimes de génocide au Congo. Je ne sais pas s'ils sont là, le Survivor for Genocide in Congo. Non, je ne vois pas M. Izuba ici, donc on peut passer. Et en fait, je peux seulement brosser brièvement. C'est une organisation des enfants, des victimes des tueries au Congo, jusqu'à preuve du contraire, sur l'accord sur le concept de génocide. Ce sont des gens qui ont perdu leur papa, leur maman, leurs enfants pendant ces conflits au Congo depuis une vingtaine d'années. Ils ont pensé que pour faire entendre leur voix, ils doivent se mettre ensemble et ils sont en train de documenter leurs faits, leur cas pour qu'ils soient entendus et le moment venu, et comme Copax vient de le dire et les autres, qu'ils soient capables de présenter les faits concrets, comment ils ont été victimes, comment leurs parents ont été tués innocemment pendant la guerre ou bien après la guerre. C'est ça, cette organisation. Jusque-là, on est à 5, ce sont ces 5 organisations qui sont en train de réfléchir, mais comme on ne doit pas être prétentieux en penser que c'est nous qui avons commencé cette dynamique. On sait très bien que cette dynamique existe depuis, mais nous avons aussi pensé, étant ici aux États-Unis aussi, on peut se mettre ensemble pour discuter et voir comment est-ce qu'on peut faire valoir aussi nos voix, ou faire valoir la justice de ceux-là qui ont été victimes, mais aussi de rétablir la justice au niveau de notre pays. C'est pour ça que nous avons initié ce collectif et il est vraiment ouvert à tout le monde qui sont intéressés, comme la problématique va se présenter. C'est que même la participation de gens, vous verrez qu'il y a une certaine... on a mixé la catégorie de participants par le fait qu'on sait que ce n'est pas non seulement l'effort juridique, mais il y a aussi des éléments sociaux qui doivent être pris en compte, mais aussi les éléments à recherche qui doivent être mis en compte, et même des gens qui ont de l'influence pour que notre voix soit entendue aussi. C'est pour ça qu'on a, vous verrez, je suis content qu'il y ait cette catégorie. Quand je regarde sur la participation, il y a des gens qui font les lobbying, il y a des gens qui font la recherche, mais aussi il y a des gens qui sont sur le terrain en train vraiment de travailler pour ces dossiers. C'est pour ça que nous serons c'est avec intérêt que nous allons écouter nos 2 intervenants. Comme John l'a introduit au début, c'est que nous sommes en train vraiment de vouloir circonscrire le concept de génocide. C'est vrai, beaucoup de gens, a priori, quand on regarde comment les choses sont en train de se faire de façon systématique, les faits, comment c'est en train de se répéter, d'autres ont tendance à définir, que c'est le génocide, par le fait qu'il y a autant d'éléments qui sont en train de se justifier au fur et à mesure. Mais étant prudent et connaissant bien sûr la situation, connaissant bien sûr la rigueur juridique,
on voulait entendre beaucoup plus de nos experts qui vont nous partager avec nous aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir vraiment les gens qui ont non seulement la connaissance théorique, mais aussi ils pratiquent sur terrain, entre autres Jean Maubert, comme vous le savez. Je commence directement. Donc, on aura discuté deux sujets. Au début, ça sera parler sur la qualification juridique du génocide. Ça veut dire que Jean Maubert va beaucoup nous se construire sur le contexte. Et il va passer du principe et nous parler aussi du contexte tel que ça se présente au pays et que peut-être nous ouvrir déjà de pistes de réflexion ou bien de voies à comprendre la situation telle qu'elle se présente au Congo. On peut la qualifier comment. Et après, nous allons passer au professeur Jacques qui va encore aller beaucoup plus dans la profondeur pour nous discuter de concepts, mais aussi nous montrer à quel niveau la question est et comment, en tant qu'acteurs de terrain, nous pouvons encore continuer à approfondir nos idées, approfondir nos approches, afin que ce fait, quelle que soit la qualification qui sera donnée, qu'on arrive à adresser la justice à la situation des tueries qui ont survenu au Congo. Et sur ce, je vais vous introduire Jean Maubert. Jean Maubert, il est spécialiste en droit international, mais aussi en droit de l'homme. C'est vraiment un expérimenté dans la région des Grands Lacs. Il va nous brosser le contexte et qu'après, nous allons directement donner la parole à Jacques. Et dès que le professeur Jacques va finir, nous allons passer aux questions-réponses. Avant qu'il ne commence, je vais déjà solliciter votre indulgence que, comme le temps est vraiment imparti, on ne saura pas prendre toutes les questions. C'est pour ça que nous vous encourageons déjà, dès que vous avez une question, écrivez la question sur dans l'icône en question-réponse. Et comme ça, même si vous avez déjà mis la question là-bas, c'est possible qu'on va vous donner la parole pour parler. Ça ne sera qu'1 minute par personne. Et donc, soyez beaucoup plus précis. Comme on l'a dit, ce n'est pas une conférence typique. C'est un peu comme le workshop, puisqu'on veut récolter les éléments qui vont nous permettre de constituer nos dossiers. Donc, soyez beaucoup plus contributif que, comment on dirait, challenging. Quelqu'un qui, bon, en fait, c'est vrai, on peut challenge, mais que dans le sens où ça peut nous permettre encore d'avancer dans les débats autour de ces tueries qui sont en train de continuer sur les territoires congolais. Sur ce, je pense que je vais donner la parole à Jean Maubert Senga et il aura 10 à 15 minutes pour brosser le contexte et le confronter avec le principe du génocide. Vous avez la parole, monsieur Jean Maubert Senga. Merci beaucoup, Sylvie, et bonsoir ou bonjour à tout le monde. Alors, d'abord, quelques mots préliminaires. En premier lieu, je ne suis pas expert en droit international, ni en droit de l'homme. D'ailleurs, je n'ai pas ces prétentions-là. Je suis juriste, avocat, et je travaille depuis plusieurs années sur les questions de droits de l'homme et de droit international des droits de l'homme. Mais je n'ai pas la prétention d'en être un expert. Et puis, la deuxième chose, c'est remercier ceux qui ont pris l'initiative déjà de ce collectif, parce que malheureusement, les Congolais, on a la manie de travailler de manière dispersée, ce qui peut-être est une des raisons de nos difficultés d'atteindre des résultats, dans quels que soient les combats que nous menons. Ensuite, pour cette discussion ce soir qui porte sur la qualification juridique des faits, des événements, des crimes graves qui se sont commis au Congo ces 30 dernières années. Et ça, c'est un exercice, je trouve, inédit parce que malheureusement, on a tendance à sauter sur des termes comme ça, peut-être qu'on a entendu dans d'autres contextes, sans forcément en maîtriser les contours, ou même quand on maîtrise les contours, on y met aussi beaucoup d'émotions, parce c'est vrai que ce qui se passe chez nous est gravissime, et parfois donc on y met beaucoup d'émotions, ce qui nous empêche d'avoir le recul nécessaire, la lucidité nécessaire pour se dire, est-ce que qualifier ces événements de ceci ou de cela, est-ce que ça aide notre combat, est-ce que ça aide notre cause ou pas, est-ce que ça correspond
à la science, au droit ou pas. Donc, et je suis très content que mon cher aîné, le professeur Mbokani soit présent. Moi, je vais me limiter, comme vous avez dit, sur quelques éléments de contexte. J'ai vu parmi les participants beaucoup d'experts, en tout cas plus experts que moi, sur les crimes qui ont été commis au Congo. Donc, je vais donner ma modeste contribution et je vais les laisser compléter. Alors, on m'a demandé de parler du contexte des crimes qui ont été commis au Congo et peut-être, je présume que c'est une bonne façon d'introduire le travail du prof Mbokani par la suite, parce que ces éléments-là, les éléments que je vais présenter vont nous montrer comment c'est difficile de parler d'un génocide congolais. Alors, pour commencer, les crimes qui ont été commis au Congo sont très nombreux et ça date de très longtemps. Parfois, on a tendance à penser que les crimes graves commis au Congo ont commencé avec l'invasion des armées rwandaises et ougandaises en 1996 ou 1996. Et on oublie un passé tout aussi violent, en fait. Depuis que le Congo est Congo, le Congo s'est construit sur de la violence. Léopold II, à la fin du 19e siècle, lorsqu'il décide de se doter d'un empire en Afrique, pour ses propres intérêts, mais également pour le rayonnement de la Belgique, il use de beaucoup de tactiques, mais aussi, y compris la violence. Et cette violence va prendre une grande ampleur lorsque vont commencer les travaux d'exploitation de caoutchouc et d'autres matières premières. Mais même là, j'aurais pu aller encore plus loin sur la traite des esclaves avec les Arabes, déjà avant même les Belges, la traite négrière par des Arabes, notamment sur la côte, sur la partie est du Congo, le Maniema, l'actuel Maniema, l'actuel Sud Kivu, l'actuel Tanganyika. Mais je commence juste au niveau de la fondation même de ce qu'on connaît aujourd'hui comme République démocratique du Congo. Et j'étais en train de dire que ça s'est construit sur de la violence. Des rapports qui ont été écrits sur des événements qui se sont passés entre 1901 et 1908, mais même au-delà, montrent que la population congolaise a été décimée. On parle de jusqu'à 10 millions de personnes qui ont été tuées dans des conditions atroces. Vous connaissez l'histoire de mains coupées, des femmes qui ont été violées, etc. À cette époque, notamment dans la recherche du caoutchouc et puis d'autres matières premières. Ensuite, la colonisation, techniquement parlant, qui commence en 1908, lorsque la Belgique prend le relais, donc lorsque l'État indépendant du Congo cesse d'exister et cède la place, et le Congo devient une colonie belge, il y a d'autres crimes qui ont continué à se commettre. Le chemin de fer Kinshasa-Matadi, par exemple, a été une scène de crime atroce. Ça s'est construit dans une violence extrême. Mais il en est de même d'autres chemins de fer, d'ailleurs, dans l'actuel Katanga et dans d'autres parties du pays, dans l'ancienne province orientale, etc. Ensuite, viennent les périodes, je vais vraiment très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je ne suis pas historien, je donne un contexte. Ensuite, donc, on a la période tourmentée autour de l'indépendance. Et cette période, on peut la situer entre 1956 et 1964-65 avec le coup d'État de Mobutu. C'est une période également qui va connaître beaucoup de violence, d'une part par les Belges ou les comment on appelle ça, les mercenaires qui ne voulaient pas
de l'indépendance du Congo, qui sont allés soutenir les sécessionnistes au Katanga ou au Shaba, etc. Et puis, vous avez comment dire, tous les crimes qui ont été commis pendant justement la guerre de sécession du Katanga, et puis la rébellion mouléliste, les Simba, qui ont commis également beaucoup de crimes, même si on peut, enfin, y compris moi, je pense que leur cause était noble, mais leurs méthodes sont très discutables et ils ont commis énormément de crimes. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la mort de Anoalité Nengapeta, et vous savez dans quelles conditions elle a été tuée, c'était par les Simba. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de victimes de ces Simba qui ont tué, qui ont violé, qui ont mutilé des gens un peu partout dans le pays. Après, donc je vais très très vite pour arriver aux années 90, avec par exemple les crimes du Katanga, les expulsions ou les massacres de Baluba dans l'ex-Katanga, qui ont été instrumentalisés par Mobutu pour des raisons politiques, comme vous savez, mais qui ont fait énormément de victimes qui n'ont jamais connu justice jusqu'à présent et qui avaient un caractère si systématique que certains faits pourraient être qualifiés de génocide. Pourrait, je dis bien pourrait, au conditionnel. Après cette période-là, on arrive maintenant au niveau de guerre dans le Kivu. La guerre du Kivu n'a pas commencé en 1996, elle a commencé bien avant, autour des années 92-93, avec des massacres et des attaques entre les communautés, les agriculteurs, les éleveurs, les Tutsis, les Hutus et les Banyanga dans le Walikale et dans la partie du Massissi, et ainsi de suite. Ce qu'on a appelé les Magrivi, pour ceux qui connaissent la région, donc la guerre du Magrivi, qui va ensuite, avec les événements au Rwanda, donc les événements au Rwanda vont venir dans un contexte qui était déjà très tendu au Nord Kivu, avec des centaines de personnes, peut-être des milliers même, qui avaient été tuées de part et d'autre dans des guerres soi-disant communautaires, mais qui étaient toujours instrumentalisées, soit politiquement, soit pour des raisons économiques, ou même pour des raisons géopolitiques de peuplement. Alors, la première guerre, ce qu'on appelle première guerre du Congo, commence en 96, elle va jusqu'en 98, et là, c'est une toute autre échelle que les massacres prennent. Et ces massacres visent essentiellement les réfugiés Hutus rwandais qui s'étaient réfugiés au Zaïre par millions et qui sont pourchassés par le Rwandais. Et les Rwandais les tuent systématiquement sur leur passage, depuis Goma, Bukavu, jusqu'au fleuve Congo, jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Mbandaka. Donc, ils vont commettre des crimes, mais vraiment gravissimes. Et ces crimes-là sont documentés dans le rapport mapping, qui n'est pas lui-même exhaustif. Ce rapport-là, qui est un rapport très important, très détaillé, mais qui n'est pas exhaustif, comme ces auteurs le disent eux-mêmes. Donc, on arrive jusqu'à présent, je vais sauter parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais donc, après la période, le rapport mapping couvre la période de 1993 jusqu'en 2003. Mais après 2003, d'autres crimes ont continué à se commettre. Il y a eu des crimes au Tanganyika, dans le fameux triangle de la mort avec Gédéon Kyungu, dont une partie est documentée dans le rapport mapping, mais dont une autre a continué après la période couverte par le rapport mapping. Et puis, il y a eu, par exemple, les Gatumba, des réfugiés Tutsi Banyamulenge massacrés entre le Burundi et le Congo en 2004. Ensuite, il y a eu Beni, les crimes de Beni, qui continuent jusqu'à présent. Il y a eu des épisodes également en Ituri. Il y a eu les crimes de LRA dans la partie nord-est du Congo. Il y a eu le Kasaï entre 2016, 2017, 2018, et même ça continue de manière épisodique aujourd'hui. Il y a eu Yumbi, il y a eu
Enfin, donc je ne peux pas citer tous ces crimes-là. Maintenant, la question que cela pose, c'est quand on dit génocide congolais, à quoi est-ce qu'on fait référence sur tous ces événements? Déjà matériellement et puis temporellement. À quoi est-ce on fait référence? Parce que de tous ces épisodes que j'ai cités, et Dieu sait que ce n'est pas exhaustif, il y a des épisodes qui peuvent être qualifiés juridiquement de génocide. Donc, à mon avis, mais peut-être, mais comme je l'ai dit, le professeur Mbokani ira plus loin et de manière plus scientifique. À mon avis, on ne peut pas parler d'un génocide au Congo, on peut parler de génocide avec S au Congo, de plusieurs génocides. Mais certainement, on peut parler de crimes graves, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et ce n'est pas moins grave que génocide, même si le mot génocide attire toujours plus de médias, plus d'émotions, Mais en termes juridiques, les faits qui constituent des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre sont aussi graves que les faits de génocide. Et la différence, elle est seulement dans l'intention. Et le prof va nous en parler plus en profondeur. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sauf s'il y a des questions plus tard, je serai content d'y revenir. Pardon, Sylvie, si tu permets, j'ai oublié peut-être l'une des questions les plus importantes qui était les initiatives. 1 minute pour en parler. Il y a eu plusieurs initiatives en termes de réclamer la justice, organiser la mémoire. Et les plus connues, enfin, je ne connais pas toutes ces initiatives, mais celles que je connais, c'est notamment le collectif ou le projet Génocost, qui a été lancé il y a une dizaine d'années et qui parlait, qui a voulu instituer la journée du 2 août comme journée de mémoire pour les crimes graves commis au Congo, pour les génocides commis au Congo. Pour moi, il y a beaucoup de problèmes, mais on pourra peut-être y revenir avec ça, déjà avec la date du 2 août, qui correspond au début de la rébellion du RCD. Et je ne vois pas pourquoi on a choisi cette date, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, il y a eu des initiatives également, par exemple, des plaintes qui ont été déposées à la CPI par des individus. La dernière, vous vous rappelez, l'année dernière, en 2020, il y a une organisation canadienne de juristes canadiens qui ont déposé une plainte à la CPI pour demander que la CPI poursuive Kabila et ses collaborateurs pour des crimes graves commis au Congo. Il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu même des actions, des actions comme celle menée par la CPI déjà, qui a eu pour premier client des Congolais et qui continue encore aujourd'hui à avoir un Taganda et de suivre d'autres affaires. Et puis, au niveau de la mémoire, il y a eu récemment, j'ai vu que Luc Eckenbrandt est dans cette discussion, qui a travaillé avec des jeunes au Sud Kivu pour mettre en place le mémorial pour le Congo, qui se base sur le rapport mapping et qui essaie de faire un travail donc, de mémoire, mais aussi de documentation, de préservation des preuves. Et puis, il y a eu le rapport mapping dont on a parlé, qui est un rapport important, qui n'est pas exhaustif, mais qui est un rapport important. Et puis, il y a eu d'autres rapports du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notamment sur différents épisodes, sur Yumbi, sur Beni, sur Lituri, etc. Donc, voilà, les initiatives, elles existent. Il y a eu même, au début... à la fin de l'année dernière, vous vous rappelez l'arrestation à Paris il s'appelle comment, Roger Lumbala, dans le cadre au titre de la compétence universelle. Et donc, ça, c'est aussi une autre initiative. Il y en a plusieurs, mais jusqu'à présent, et au Congo, il y a eu aujourd'hui ce qu'on appelle le Fonds de réparation pour les victimes de violences sexuelles, pour les victimes de la guerre de Kisangani, etc. Mais il manque toujours une approche globale et surtout intentionnelle de la part des autorités congolaises, du gouvernement. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, avec le Rwanda, dont le gouvernement a pris
a pris position pour la justice, même si ça l'arrange d'une manière ou d'une autre, mais il a pris cet engagement et il a mené ce combat. Chez nous, ça manque encore au niveau politique et donc ça va un peu dans tous les sens. Désolé d'avoir été long, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Robert, c'était très enrichissant comme introduction du contexte. Comme on vient de le brosser, le Congo a été construit sur base de violence depuis une trentaine d'années et que ces violences on devra mettre fin à ces violences. Et avant de mettre fin à ces violences, nous devons savoir définir nos stratégies tout en connaissant quel concept et comment le adresser. Et c'est sur base de ces questionnements qui nous a laissés que nous allons passer la parole au professeur Jacques Bokani, qui est un spécialiste en droit pénal international. Et Jacques Bokani, à part, il est professeur et il donne cours aux universités au Congo, mais aussi c'est un chercheur. Si vous allez sur la CPI, sur le website de CPI, vous allez voir beaucoup d'articles que Jacques il a publiés en rapport toujours avec le droit humanitaire, le droit international pénal. Et nous allons maintenant avoir la chance de puiser de sa connaissance, sa sagesse et son expérience sur ce que nous pouvons donner comme contenu sur le concept génocide et en quoi est-ce qu'on peut le relayer avec la situation, on peut le confronter avec la situation congolaise. Jacques, vous avez la parole, vous avez au plus 30 minutes et après, nous allons passer aux questions-réponses. Merci. Oui, je vous remercie pour la parole. J'essaye de partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Vous arrivez à voir? Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai compris cette réunion comme étant axée sur Beni. Et je trouve qu'on pose le problème de façon beaucoup plus globale au niveau du Congo. Et donc, moi, ma présentation ici, c'était beaucoup plus axé sur ce qui se passe à Beni. Et donc, je crois que j'ai été présenté. Donc, moi, je suis professeur à l'université de Goma, mais ici, je vous parle à partir de la Belgique. Hein. Et donc, je vais régulièrement au Congo pour enseigner. Et donc, ici, je vais vous parler du génocide pour vous aider à comprendre un peu les éléments de cette qualification juridique afin de voir de quelle façon on peut donc orienter, si pas les enquêtes au niveau du Congo, ou en tout cas voir de quelle façon on peut soit garder cette qualification ou alors la modifier. Et donc, je commence par vous présenter les principaux textes juridiques qui définissent le génocide. Vous avez le tout premier, c'est à l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948. C'est une convention qui a été ratifiée par la RDC depuis 1961. Et donc, vous savez qu'au Congo, on a la Constitution qui affirme la primauté des traités internationaux sur les lois internes. Et les cours et les tribunaux congolais ont toujours estimé qu'ils peuvent appliquer de façon directe les traités internationaux, comme d'ailleurs ils le font par rapport au statut de Rome. Et donc, de ce côté-là, je pense que c'est un texte qui est important dans cette démarche ici par rapport aux massacres qui se sont passés au Congo, que ce soit à Beni ou ailleurs. Et puis, vous avez les statuts des deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Et puis, vous avez l'article 6 du
statut de Rome et enfin à l'article 221 du Code pénal ordinaire de la RDC. Ces 5 textes ici définissent le génocide toujours de la même manière. Et donc, ça va nous aider un peu à comprendre quand on parle du génocide, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, évidemment, on entre maintenant dans les éléments constitutifs du génocide. En premier lieu, vous avez les actes individuels, hein, les actes criminels individuels où vous avez les éléments que je donne ici. En premier lieu, vous avez les meurtres des membres d'un groupe. Et puis vous avez toute une série d'autres actes criminels que vous voyez là. Et puis vous avez les deuxième groupe d'éléments constitutifs, ce sont les exigences contextuelles. Ici, c'est essentiel de savoir quel est le groupe protégé par la qualification du génocide et quel est l'élément moral du génocide. Donc, quel est le type d'intention qui est exigé pour qu'on en arrive à parler du génocide. Alors, ici, je commence par ces exigences contextuelles et je commence par le premier élément, c'est d'abord les groupes protégés. Vous allez trouver dans la Convention des Nations Unies dont j'ai parlé là, jusqu'au statut de Rome, on parle du génocide que quand on a affaire à 4 groupes que vous voyez ici, le groupe national, le groupe racial, le groupe ethnique et le groupe religieux. Alors, quand nous avons affaire à ce qui se passe à Beni, évidemment, nous pouvons parler d'un groupe ethnique ici. On a des éléments de preuve qui prouvent que les victimes sont principalement d'une ethnie précise, et notamment les Nandais. Mais ça, encore une fois, c'est un élément d'enquête qu'il faut approfondir. Alors, j'ai entendu parler du génocide contre les Congolais, et ça peut paraître une qualification qui renvoie au premier groupe ici, donc le groupe national. Mais ici, je dois attirer votre attention sur le fait que quand on parlait du groupe national ici en 1948, on avait beaucoup plus en tête les minorités qui sont dans un État. Vous avez des cas comme ça, comme les Yézidis, je crois, qui sont considérés comme des minorités. Et il me semble, si je me trompe, vous allez me corriger, il me semble qu'ici, récemment, il y a eu quelqu'un qui a été condamné en Allemagne pour acte de génocide par rapport à ces groupes-là, des Yézidis, et qui était considéré comme un groupe national. Mais quand on parle du génocide contre les Congolais, c'est un terme qui pose problème parce qu'on ne sait pas dire si dans ces Congolais-là, on a affaire à un groupe national, racial, ethnique ou religieux. On doit donc être en mesure d'identifier le groupe de façon précise et dire si on a ici affaire à un groupe, à un des 4 groupes ici. Alors, j'ai entendu parler du rapport mapping. On trouve dans ce rapport mapping des éléments qui disent que qu'il y aurait eu des actes de génocide au Congo. Mais quand vous lisez ce rapport-là, vous allez comprendre que le génocide dont il parle, c'est contre les Hutus
qui alors ont constitué un groupe ethnique au Congo. Et donc, ce n'est pas vraiment un génocide contre les Congolais parce que là, l'expression est trop vaste. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut commettre un génocide contre les Congolais parce qu'au Congo, nous avons environ 450 ethnies, me semble-t-il. Et donc là, je crois que il y a encore du travail à faire. Mais le vrai problème avec la qualification du génocide, c'est par rapport à l'élément moral, comme nous le disons souvent en droit pénal. Et c'est ce qu'on appelle cette intention spécifique, le dol spécial. Les textes légaux disent que tous les actes criminels dont j'ai parlé là, y compris les massacres, doivent avoir été commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie l'un des 4 groupes protégés. Et donc, ici, un élément qui est assez important ici, c'est que quand on parle du génocide, ce n'est pas le nombre qui compte. On peut avoir des massacres contre beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas caractérisés par cet élément spécifique ici de dire qu'il y avait une intention de détruire en tout ou en partie un des groupes protégés. On peut aussi avoir des situations où on a très peu de victimes, mais situations où on peut établir cet élément-là. Et je crois que dans le rapport mapping, quand on a parlé du génocide ou des actes de génocide contre des Hutus au Congo, c'est qu'on peut avoir trouvé ces éléments-là uniquement par rapport à ces groupes-là et on n'a pas trouvé au niveau, par exemple, des massacres de Makobo, là. Et donc, je pense qu'il y a des approches auxquelles il faut faire ici attention. Il faut chercher cette intention. Je ne suis pas ici en train de dire que cette intention n'existe pas, mais je dis simplement qu'il faut réunir tous les éléments de preuve pour aboutir à cette conclusion. Alors, ici, j'ai ajouté une des questions qui divisent souvent les juristes, c'est de savoir si un nettoyage ethnique, entre guillemets, est une forme du génocide. Vous savez que le nettoyage ethnique consiste dans le fait qu'on commette un certain nombre d'actes dont j'ai parlé là, y compris les massacres, non pas dans le but de détruire en tout ou en partie un des groupes, mais dans le but de chasser les membres d'une communauté d'un lieu, un lieu spécifique. On peut être, par exemple, à Goma, où on trouve qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ethnies qui vivent là, et on commence à poser des actes en vue de chasser tous les gens qui sont là à Goma, sauf, par exemple, les Bachis de Bukavu. Et donc là, on veut nettoyer, entre guillemets, hein, la ville de Goma, mais on n'a pas cette intention-là de détruire en tout ou en partie un des groupes, quoi. Et ici, vous avez une controverse au niveau des juridictions internationales où vous avez une jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme, c'est ce que j'écris ici par la CEDH, qui a estimé que le nettoyage ethnique est une forme de génocide. Mais à côté de ça, vous avez des
la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que la jurisprudence de la Cour internationale de justice, CIJ, qui ont estimé que le nettoyage ethnique n'est pas un génocide. Alors, au regard de cette controverse-là, est-ce que quand on dit que des massacres ne sont pas constitutifs de génocide, est-ce pour autant que on veut dire que ces massacres-là sont licites? Ce n'est pas le cas parce qu'il y a des crimes apparentés au génocide. Et comme j'ai entendu Jean Maubert Senga qui l'a dit à juste titre, il n'y a pas une hiérarchie entre le génocide et ces autres crimes. La jurisprudence du tribunal pénal international pour le Rwanda a eu à se prononcer sur cette question-là de dire est-ce qu'il y a une hiérarchie, est-ce que le génocide est plus grave que, par exemple, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité? Eh bien, la réponse, elle est négative. Tous ces crimes-là s'équivalent. Et donc, le fait de dire que des massacres ne sont pas constitutifs de génocide, ça ne conduit en rien à une diminution de la gravité des faits. Il faut qu'on puisse vraiment se convenir par rapport à ça. Et ces crimes apparentés, vous aurez compris, c'est d'abord les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ici, vous avez les crimes contre l'humanité en premier lieu, qui sont définis à l'article 7 du statut de Rome, ainsi qu'à l'article 222 du Code pénal congolais, qui sont évidemment un certain nombre d'actes criminels qui doivent avoir été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Ici, je n'aurai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails de cette définition, mais vous devez savoir qu'il faut ici qu'il y ait une attaque généralisée qui implique qu'il faut qu'il y ait un nombre important de victimes, mais aussi cette attaque peut être soit généralisée, soit systématique. On ne demande pas que les deux soient réunis. Et donc, systématique, ça implique que c'est des attaques contre la population civile qui ont été réalisées selon un modèle qui est commun. On trouve des traces similaires dans tous les actes criminels commis, de façon à ce qu'on puisse se dire que ces actes ici n'ont pas été commis au hasard. Ils ont été préparés, ils ont été prémédités, et là, on peut parler de crimes contre l'humanité. Et puis, vous avez la deuxième qualification où on parle de crimes de guerre. Et ici, on a encore une fois un certain nombre d'actes criminels. Et ici, pour les crimes de guerre, ils sont trop nombreux parce que ça implique aussi bien les atteintes contre les personnes, mais ça implique aussi les atteintes contre le bien, ainsi que les méthodes de guerre. Et donc, il y a actes criminels commis contre des personnes protégées. Ici, ce n'est pas tout le monde qui est protégé contre des actes criminels. Pour être une personne protégée, on doit être soit hors de combat, ou bien on ne participe pas aux hostilités, ce qui implique que les gens qui prennent une part active aux hostilités ne sont pas des personnes protégées.
Et ces actes criminels doivent être commis dans le contexte d'un conflit armé. Alors ici, évidemment, je n'entre pas dans les détails de ce qu'il faut entendre par un conflit armé, mais je pense que vous avez entendu parler qu'il y a des conflits armés internationaux, des conflits armés non internationaux et des conflits armés internes, mais internationalisés parce qu'il y a eu intervention d'un État étranger qui vient soutenir un des groupes armés. Et donc, ici, on ne va pas entrer dans les détails de tout ça. Et le troisième et dernier élément pour parler de crimes de guerre, c'est que ces actes criminels doivent avoir un lien de connexité avec le conflit armé. Ça veut dire quoi? On peut commettre pendant le conflit armé des crimes qui ne présentent pas de lien avec le conflit armé. Et là, ce n'est pas un crime de guerre. Crime de guerre ne veut pas dire tout crime qui se commet pendant la guerre. Crime de guerre ne se rapporte qu'à des crimes qui ont un lien avec le conflit armé. Et notamment, si par exemple, un combattant tue une personne civile qu'il croit être lié au groupe ennemi. Vous comprenez que là, il y a un lien de connexité avec le conflit armé. En revanche, si pendant la guerre, quand tout le monde prend la fuite, il y a un voisin qui profite pour aller voler dans la parcelle de l'autre, ça n'a pas de lien avec le conflit armé. Donc, on ne peut pas parler de crime de guerre dans ce cas-là. Donc, vous comprenez que à travers ces explications, ce qui se passe à Beni ou ailleurs au Congo peut, selon qu'on dispose des éléments de preuves nécessaires, peut être qualifié de crime de guerre ou pas. Alors, comment se fait maintenant la répression de ces crimes-là? Parce que je crois que là aussi, c'est assez important. On commence ici par la répression internationale. Nous avons en premier lieu la Cour pénale internationale qui est souvent présentée comme la solution miracle de la lutte contre l'impunité. Alors, j'avais fait un stage de 6 mois au bureau du procureur de la Cour pénale internationale et je sais à quel point il est difficile pour la Cour d'ouvrir une enquête et encore plus d'engager des poursuites. Ici, il faut se rappeler que la Cour ne peut poursuivre que des crimes qui ont été commis après le 1er juillet 2002. Au Congo, ça implique qu'une grande partie des crimes qui ont été dénoncés dans le rapport du projet mapping qui couvre, comme l'a dit Jean-Maubert Senga, qui couvre la période de 1993 à 2003. Et donc, il y a une grande partie de ces crimes-là qui échappent à la compétence temporelle de la Cour pénale internationale. J'ai entendu une fois qu'on avait déposé une plainte contre Kabila à la Cour pénale internationale. J'ai lu la plainte et j'ai constaté que ça comprenait principalement des actes qui étaient antérieurs au 1er juillet 2002. Et donc, sans surprise, la plainte n'a jamais eu de suite. Et puis, vous avez la question de la compétence territoriale. Ici, comme on est au Congo, qui est un État qui a ratifié le statut de Rome depuis avril 2002, il ne se pose aucun
problème pour la Cour d'engager les poursuites contre des crimes qui ont été commis au Congo après juillet 2002. Et puis, vous avez en troisième lieu les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour. En 2004, le gouvernement congolais avait renvoyé la situation du Congo à la CPI. Et donc, il y a toute une série d'enquêtes et de poursuites qui ont été faites sur la base de ce renvoi-là. Alors, aujourd'hui, le bilan de l'action de la CPI, bon, j'ai travaillé là-bas un peu comme je venais de vous le dire, mais en toute franchise, je trouve quand même que la Cour n'a pas vraiment engagé un nombre important de poursuites comme on s'y attendait. Les poursuites se sont principalement limitées aux crimes qui ont été commis en Ituri, hein, et donc il y a toute une série d'autres crimes dont on ne sait pas très bien ce que la Cour compte faire avec ça. Vous avez l'affaire Taganda qu'on croit parfois que ça concerne les crimes qui ont été commis dans le Nord Kivu où on lui a collé ce surnom-là du Terminator, mais il a été jugé et condamné à la CPI par rapport seulement aux crimes de l'Ituri. On n'a rien dit des crimes commis dans le Kivu. Et donc là, ça fait que c'est un bilan qui n'est pas très intéressant. Alors, vous avez ici ces initiatives-là de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Alors, ici, vous devez savoir que depuis 2003, on parlait de ce projet-là, mais le gouvernement congolais en aucune fois n'a déjà eu à faire officiellement une demande aux Nations Unies. Et pourtant, si vous voyez d'autres tribunaux qui ont été créés, que ce soit par le Conseil de sécurité ou par accord entre les Nations Unies et le gouvernement de l'État qui était intéressé à ça, je pense ici par exemple à la Sierra Leone ou au Cambodge, par exemple, ou au Timor oriental, c'est le gouvernement qui introduit la demande. Ça ne se crée pas comme ça. Et au Congo, nous avons ce problème-là où on a un gouvernement qui n'a pas intérêt à demander la création de ce tribunal-là. On ne sait pas pourquoi. Et ce ne sont pas des États étrangers qui prendraient cette initiative-là. Alors, si jamais le gouvernement congolais a adressé la demande là, il va se poser la question de savoir quelle va être la compétence temporelle de ce tribunal-là, parce que ici, au moins, on peut résoudre la question qu'on a posée ici par rapport à la Cour pénale de dire que la Cour ne peut engager de poursuites que pour des crimes commis après 2002. Mais qu'en est-il de ces autres crimes qui ont été commis avant 2002? Eh bien, la réponse peut être ici. Mais encore une fois, il faut savoir que généralement, les tribunaux internationaux n'ont pas une compétence qui va être très étendue sur le temps, parce que c'est des tribunaux qui sont créés dans un contexte où on a souvent des problèmes de financement de leur activité. Nous avons, par exemple, le
le cas du tribunal spécial pour la Sierra Leone où il y avait ce problème de financement-là et vous savez que c'est un tribunal qui n'a finalement poursuivi que 11 personnes, quoi. Alors que ce crime-là était assez... Enfin, cette situation-là avait généré beaucoup de crimes. Vous avez, par exemple, les chambres spéciales de Cambodge qui n'ont poursuivi qu'environ 6 personnes. Vous avez, par exemple, les chambres extraordinaires du Sénégal et qui n'ont poursuivi qu'une seule personne, quoi. C'est Nabré qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et donc, vous comprenez que quand on parlait de ce projet de création d'un tribunal pénal international pour la RDC, moi, je suis plutôt sceptique parce que c'est des tribunaux qui généralement ne poursuivent qu'une poignée de personnes et donc qui répondent à la demande de justice que de façon très partielle. Et donc, il y a le risque est que même en créant ce tribunal-là, on puisse avoir une grande partie des gens qui vont continuer à être impunis. Et donc, la solution principale ici, et je sais que ça va vous décevoir, hein, c'est beaucoup plus au niveau de la répression nationale. Alors, pourquoi je dis que ça va vous décevoir? Parce qu'en premier lieu, je vous parle ici des tribunaux congolais. Et vous savez qu'au Congo, la justice est ce qu'elle est, avec des problèmes parfois des problèmes de budget, des problèmes de personnel, des problèmes de moyens d'action même. C'est vraiment un problème. Il faut savoir qu'au Congo, hein, la première responsabilité dans la répression de tous ces crimes-là réside d'abord au niveau des tribunaux congolais. Et vous avez ici les tribunaux militaires dont la compétence est prévue pour des militaires et les membres de la police nationale. Et puis vous avez les tribunaux ordinaires, en premier lieu les cours d'appel, et puis vous avez la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle quand on a affaire à des gens qui jouissent de ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. J'espère que celui qui traduit va trouver le bon mot pour parler de privilèges de juridiction. Les cours d'appel, c'est pour n'importe qui est poursuivi pour ces 3 crimes-là, génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. La Cour de cassation, c'est les gouverneurs de province, les ministres et autres personnes, les députés nationaux, des gens comme ça. Et puis la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République et le premier ministre. Alors, vous savez qu'il y a eu récemment ici un arrêt de la Cour constitutionnelle. Restez avec une minute, hein, parce qu'on est, les temps avancent. Ah oui, je terminerai par là. Hein. Et donc, on a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a dit que la compétence de cette Cour n'est que pour le président et le premier ministre en fonction. Et à côté de ça, maintenant, vous avez la compétence extraterritoriale des tribunaux étrangers. Et ici, c'est peut-être le point qui est assez important pour ceux qui sont à l'étranger, parce que si on a la méfiance par rapport aux tribunaux congolais, il est toujours possible de ramener ces affaires-là auprès des tribunaux
étrangers qui ont des compétences extraterritoriales. Et vous avez des cas ici comme l'affaire Lumbala, l'affaire des FDLR en Allemagne, et c'est des tribunaux qui sont assez actifs. Vous avez aussi en Belgique la possibilité d'activer la compétence des tribunaux belges dès lors que vous êtes victime directe ou indirecte des crimes qui sont commis au Congo. Et donc, je crois que globalement, c'est vraiment ici où, à partir de l'étranger, il est toujours possible d'activer la justice, mais le principal enjeu, c'est avoir les victimes qui vont accepter de porter cette responsabilité, et des deux, il faut avoir des preuves. Je termine par là. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, monsieur le professeur, et merci encore pour la présentation qui était très, très édifiante. En fait, on a prévu de finir à 1h30, mais malheureusement, on a commencé avec 15 minutes de retard. Je vais demander votre indulgence. Est-ce que vous permettez qu'on aille jusqu'à 13h, sinon, pour qu'on donne l'opportunité aux participants de donner leur observations, bien questions, bien contributions, telles qu'on l'avait bien dit au début, que nous avons besoin le concours de tout le monde pour circonscrire cette dynamique et voir comment est-ce qu'on peut adresser ces situations. Ce que je retiens de professeur et de Jean Maubert, c'est que les situations de tuerie au Congo n'ont pas commencé hier. Ils ont commencé il y a plus d'une trentaine d'années, et que l'important, c'est qu'on doit trouver un moyen pour qu'on rende justice à ces situations de tuerie, et que par Jacques, il nous a montré comment les exigences contextuelles devront vraiment être clarifiées, qui devront, soit si on aborde du point de vue national, il faudrait qu'on montre cette exigence contextuelle nationale, comment c'est tout un peuple qui a été adressé plutôt identifié comme étant le focus de tuerie. Est-ce que c'est sur base de race, est-ce que c'est sur base de l'ethnie, ou bien c'est sur base de la religion? Et puis après, ils nous ont montré que l'élément intentionnel doit être vraiment bien étayé dans notre argumentaire. On doit montrer vraiment de façon claire comment les faits ont été commis de façon intentionnelle pour tuer, pour plutôt organiser des tueries telles qu'on l'a présenté. Et le troisième nous a montré qu'il n'y a pas hiérarchisation de crime. Le crime reste un crime, et que un moyen qu'on trouvera, si c'est vrai que les éléments que nous allons collecter, ce sont des éléments qui rentrent dans le génocide, tant mieux, on avance. Si ça va rentrer dans le crime alimentaire, tant mieux, on avance. Si ça va entrer dans le crime contre l'humanité, tant mieux, on avance. Ça veut dire que le plus important, c'est les résultats, c'est qu'on voit la justice faite, non seulement au bénéfice de ceux-là qui ont été tués, mais aussi pour la compensation du pays, ou bien de personnes liées à ces victimes des crimes et de massacres, ou bien de génocide, selon qu'on va les définir, pour y adresser. Et à la fin, il nous a montré le mode de répression qui a, comme il l'a dit, qui m'a aussi un peu déçu, ce qui devrait être beaucoup plus, c'est l'engagement national qui devrait être beaucoup plus efficace pour adresser tous ces types de crimes. Or, la situation actuelle au pays, ça ne permet pas. En fait, il y a encore beaucoup de faits à adresser sur l'efficacité de nos juridictions, sur aussi adresser l'aspect de corruption pour arriver à avoir des institutions judiciaires qui sont compétentes et plutôt, en fait, qui sont fiables pour adresser de tels problèmes. Je pense que pour ajuster, ce sont ces éléments qui vont nous conduire dans notre débat, et que, comme je l'ai dit, on vous encourage encore de mettre vos questions dans les questions et réponses, question answers. Et puis après, on va passer plutôt citer certaines personnes qui vont répondre
plutôt qui vont prendre la parole. Sans plus tarder, je donne la parole à Maître Lay, qui était la première personne à poser la question. Technicien, vous pouvez nous ouvrir le lien pour Maître Lay pour qu'il intervienne. Je vous rappelle encore, vous n'avez que 30 secondes, vous n'avez pas assez de minutes, donc allez tout droit au but. Merci, vous avez la parole, Maître Lay. Si vous n'êtes pas là, on va passer directement. Non, attends, je vais essayer d'ouvrir son micro. Hein. Je cherche juste où il y a son nom pour que j'ouvre son micro. Attends. Les questions et réponses. Il ne peut pas ouvrir lui-même. Donc, je vais essayer d'ouvrir son micro. OK. Là, vous pouvez parler. Et comme ça, prévenez-moi déjà du second qui peut parler. Comme ça, j'ouvre déjà le micro à l'avance. Le second, c'est Emmanuel de la Lucha RDC. OK. Donc, merci beaucoup. Je suis là. Okay, merci beaucoup. Oui, merci pour la parole accordée. Je dois devoir commencer par féliciter les organisateurs de cet atelier. Il s'agit certainement d'une activité de grande importance par rapport aux enjeux des tueries et massacres en République démocratique du Congo. Je suis de l'organisation Mwalo, qui est une organisation des victimes des massacres de Fizi-Tombwe né au site Kivu, au site dans le territoire de Fizi pratiquement. Et pour vous épargner de beaucoup de choses, je voulais justement rapidement aborder la question du génocide, peut-être de la qualification de génocide en RDC. Les crimes de génocide, les professeurs donnaient des explications ou des définitions concrètes, je ne peux pas y revenir. Mais par rapport à tout ce qui a été retenu comme définition du crime de génocide, je vais le dire que pour le massacre de Fizi-Tombwe, notamment le massacre de Makobola en l'espèce, nous pouvons confirmer qu'il y a l'existence d'un génocide commis par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et les rebelles du RCD, puisqu'autant les auteurs ont certainement eu le plus claire intention de détruire un peuple tout simplement parce qu'ils savaient qu'il s'agissait de populations civiles appartenant à l'ethnie de Babembe. Ainsi, par exemple, à Makobola, en date du 30 au 31 décembre 1998 et à Mwandika, dans la ville de Barak, en mai 2003, les criminels ont exécuté sommairement, respectivement, plus de 1400 personnes, même si les Nations Unies renseignent 740 personnes, et plus de 60 personnes, tout simplement parce qu'il s'agissait de populations civiles dont ils savaient qu'elles appartenaient à l'ethnie de Babembe ou supposées comme telles. Les criminels, auteurs de ces faits, savaient qu'aucune personne originelle du Rwanda, comme elle ne vivait dans ce lieu, il en est été également de même des massacres de Abal Anglo où les criminels ont exécuté sommairement 250 personnes dont la plupart ont eu le malheur de se trouver ce jour-là dans une église en train de prier leur Dieu. Dans le village d'Akumba, plus de 1000 personnes ont été massacrées tout simplement parce qu'elles étaient des Congolais. Voilà un peu de situation à l'est de la République, précisément dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, comment la situation s'est passée. Les criminels savaient également qui tuaient des personnes qui ne sont pas d'origine rwandaise comme eux. Ils ont tué ces personnes puisqu'elles n'étaient pas d'origine rwandaise comme eux, puisqu'elles n'étaient pas rwandophones comme eux, donc en raison de leur appartenance ethnique non rwandaise. Ces personnes ont été massacrées. Je finis, je suis en train de conclure. En termes de conclusion, il faut dire que ces massacres ont été commis et continuent à l'être. Ils ont été sur les populations civiles appartenant selon le lait de leur commission aux ethnies de l'Est de la République. Lors et pendant, je veux dire, notre commission, nous avons une commission justice et réparation au sein de Mwalo. Et cette commission avait exécuté, avait organisé, avait réalisé des enquêtes. Et lors de ces enquêtes, nous avons découvert des cas de troubles psychologiques graves dans lesquels vivent les victimes qui malheureusement s'ignorent et pensent que cette situation dans laquelle ils vivent était la situation réelle pour eux. J'étais en train de raconter les éléments de définition d'un génocide pour les confronter à la situation réelle que vivent les victimes également
des fils d'hommes. Et donc, le viol tragique également, avec mutilation des organes génitaux, qu'ont subi les populations victimes de ces coins, n'avait été infligé aux victimes par les bourreaux qui, dans le seul but d'entraver les naissances au sein de ce groupe ethnique congolais non originaire du Rwanda. Voilà un peu de situation. D'ailleurs, je rappelle, le président Laurent Désiré Kabila avait même dénoncé publiquement à l'époque le fait que les armées rwandaises, ougandaises, burundaises et les rebelles du RCD Goma avaient utilisé sciemment les soldats de leurs troupes dont ils savaient qu'ils étaient atteints par le VIH-Sida pour accomplir la seule besogne de viols massifs dans le but évident d'entraver les naissances et tuer le plus de personnes. Je vais aller peut-être en termes de propositions. Pour nous, pour Moallon, la proposition ne serait autre que celle de demander la mise en place d'une superstructure qui devra regrouper toutes les organisations et voir dans les demandes pour mutualiser, je finis, les efforts afin de bien orienter et d'activer aux côtés de la société civile de façon donnée les démarches pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. Le rapport de l'ONU... Maître, vous avez pris assez de temps. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, parce que vous avez en tout cas beaucoup d'éléments et que vous êtes en train d'enrichir en tout cas la documentation de contexte. C'est ce qui est très important et que, comme on l'a dit, on va poursuivre nos échanges et encore, si possible, de travailler ensemble. Ça sera, comme on s'avérait que vous avez beaucoup d'éléments, qu'on vous remercie, que aussi vous serez disponible de toujours poursuivre des discussions, d'échanges et de travailler ensemble, comme vous l'avez démontré déjà, des éléments aussi clairs pour prouver les génocides au Sud Kivu. Merci, monsieur. Je vais devoir partager ma minute, comme ça les participants et les pénalistes peuvent le lire. Merci. Merci beaucoup encore une fois, maître. Vous avez vous avez présenté votre organisation. Maintenant, la deuxième personne qui va intervenir, toutes les personnes, quand vous intervenez, donnez votre nom de votre organisation, est-ce que vous vous trouvez? Comme ça nous permet aussi de comprendre comment on peut collaborer ensemble ou comment on peut utiliser, comment on peut échanger dans l'avenir. Je donne la parole à M. Emmanuel de la Lucha. Et après suivra, déjà prêtez-vous, après suivra M. Emmanuel Vassikia et Joseph Kazadi, et puis Jean-Paul. Emmanuel, c'est une femme, je pense. C'est Emmanuel Vassikia, c'est une dame, je pense. Je m'excuse. Hein. Vous avez la parole, M. Emmanuel de la Lucha. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis Emmanuel Ndimouiza. Je suis un des militants du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement depuis la RDC. Comme vous le savez, en tout cas, je remercie d'abord les initiateurs du collectif pour avoir songé à synergiser les actions par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Comme vous le savez, la Lucha est impliquée dans ce combat et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on est en train de voir que ces collectifs viennent épauler au fait la Lucha. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a déporté le premier prêtre, qui constitue d'ailleurs le premier massacre, les premières actions des ADF dans cette région, la Lucha n'a cessé de faire des actions sur terrain. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je présente des compassions aux militants de la Lucha, aujourd'hui qui sont arrêtés pour avoir manifesté en demandant la paix, que la paix revienne dans cette partie du pays. Par rapport au fait à mes questions, j'ai eu à poser plusieurs questions dans les chats, mais je voudrais un peu revenir par rapport au collectif. Est-ce que les collectifs s'intéressent aussi aux autres atrocités qui se sont passées, par exemple, dans la région, notamment Makobola, Katogota, Kasika, Kanyola? Est-ce qu'on y a songé pour porter une fois plainte ou porter action une fois pour toutes pour ne pas oublier certains aspects ou certaines régions qui ont été touchées par le massacre? Et par rapport aussi aux organisations qui sont impliquées dans les collectifs, est-ce que vous avez songé à la division même du travail? Par exemple, la Lucha aujourd'hui impliquée sur terrain, Kadi par exemple, qu'est-ce qu'il fait, et j'en passe. Et puis, par rapport au collectif, je voudrais savoir, vous datez de quelle période?
Vous avez commencé pour quand? Est-ce que vous avez déjà mené certaines actions et ces actions s'inscrivent dans quel cadre, par exemple? Quant au collectif, encore une fois, est-ce que vous avez songé travailler, par exemple, avec Mukwege ou bien vous pensez aussi mener des actions dans le cadre de la justice transitionnelle, dans le cadre d'exercer la pression pour que même les noms des acteurs qui ont été cités, même si on ne l'a pas inscrit dans les rapports mapping, pour que ces noms soient connus officiellement de tous les Congolais et c'est dire exactement qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et s'inscrire aussi dans la logique de Mukwege de demander toujours le tribunal pénal international pour le Congo. Et en fait, je voudrais citer en disant, est-ce que le collectif a songé à comment identifier, par exemple, tous ces gens qui ont eu à commettre des crimes, des violations graves des droits humains et qui aujourd'hui continuent à bénéficier même des avantages colossaux dans le pays. Ils sont dans des ministères, ils sont dans des divisions, ils sont dans des organisations, dans des institutions même hautement stratégiques du pays. Est-ce que le collectif a pensé comment identifier ces gens et le mettre devant des instances judiciaires pour qu'ils soient jugés? Sinon, pour le reste, en tout cas, on va essayer toujours de continuer à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que notre dénominateur commun, c'est le Congo, et c'est cette justice sociale distributive dont nous voulons tous pour que les Congolais puissent être bénéficiaires de la paix, de la justice, mais aussi du partage équitable de la richesse de la RDC. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la troisième question. Après, nous allons donner la parole aux intervenants et aussi au collectif pour répondre à des préoccupations. Madame Emmanuelle, vous avez la parole. On dirait qu'elle a disparu je ne la vois plus. Alors, on va donner la parole à Monsieur Joseph Kazadi. Vous avez 30 secondes, pas minutes, pour juste passer. Je vois que Joseph Kazadi aussi a disparaître aussi. Entre-temps, nous donnons la parole à Monsieur Luc Henry Brandt. Ok, Luc, je le vois. Je lui ouvre la parole. Sinon, on peut après donner la parole, on va répondre et puis après on donne la parole à ceux qui ont la main, tu vois, c'était ceux qui ont la main debout et puis on arrête la réunion, n'est-ce pas? Monsieur Luc, vous avez la parole. Monsieur Luc, vous avez la parole. Ok, maintenant c'est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Vous attendez, Monsieur Luc. Oui. Bien, je vous remercie d'abord pour avoir organisé ce webinaire qui se penche de fait sur une question extrêmement importante, la qualification juridiquement parlant de ce qui s'est passé en termes de crimes de masse commis en RDC pendant la période couverte par le rapport Mapping, notamment 93 à 2003, mais aussi par la suite. Et je voulais dire que, évidemment, ce débat, il est assez essentiel parce que un tribunal doit savoir quel crime il doit poursuivre, comment il va le qualifier. Et il y a beaucoup de malentendus pour le moment à ce niveau qui apparaissent même dans certaines des interventions parce que tout le monde, en quelque sorte, voudrait que les crimes qu'il a connus soient qualifiés de génocide puisque c'est considéré un peu comme le pire des crimes. Je pense que c'est une erreur de vouloir à tout prix faire qualifier quasiment tous les crimes qui ont été commis en RDC de crimes de génocide. Ce n'est pas le cas. Le rapport Mapping, comme je l'ai mis et développé dans le chat, le rapport Mapping parle essentiellement de la commission de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et comme l'a rappelé le professeur Mbokani, il n'évoque l'hypothèse de la commission d'un crime de génocide
qu'en ce qui concerne l'extermination du groupe ethnique Hutu, essentiellement les réfugiés Hutus, femmes, enfants, qui ont été massacrés par l'armée patriotique rwandaise. Et encore, il dit que il ne formule qu'une hypothèse, il donne des arguments, comment dire, qui plaident pour la qualification de génocide, et il cite aussi des arguments contraires qui ont bien sûr été invoqués surtout par les auteurs présumés de ces crimes de masse. Mais moi, je trouve que si l'on parvient, que l'essentiel est de faire reconnaître par la communauté internationale que depuis 30 ans, des crimes graves selon le droit international, des crimes de guerre, ça n'est pas rien, des crimes contre l'humanité, ça n'est pas rien non plus, ont été commis, que ce soit par des auteurs congolais, mais aussi même pour la plupart par des auteurs étrangers. Et il faut donc briser le silence qui pèse justement sur tous ces crimes qui ont été commis pour arriver, comme cela s'est fait dans d'autres pays, à ce que l'on mette en place les mécanismes de la justice transitionnelle qui vont pouvoir traiter ce passé douloureux et qui vont pouvoir amener tous ces auteurs présumés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, à avoir leur cas examiné par des tribunaux qui vont les condamner ou les acquitter. Et je voudrais insister sur un point, c'est que devant des tribunaux, il faut pouvoir administrer la preuve. Il faut pouvoir montrer que les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité sont réunis dans tel massacre, que les éléments constitutifs d'un crime de guerre sont réunis dans un tel autre massacre, que les éléments constitutifs que le professeur Mbokani a expliqué d'un crime de génocide, ils sont réunis dans tel ou tel massacre. Et en ce qui concerne la RDC, ces éléments de preuve, ils se trouvent aujourd'hui pour beaucoup de ces crimes de masse dans les fosses communes qui parsèment le territoire de la RDC. Et contrairement à ce qui s'est fait dans de multiples autres pays, les Nations Unies, qui représentent quand même la communauté internationale, n'ont rien fait depuis presque 30 ans, ou surtout depuis même la publication du rapport Mapping, pour que l'on procède à l'exhumation des fosses communes. Parce que dans ces fosses communes, vous allez pouvoir trouver la vérité. Vous allez pouvoir savoir qui se trouve là-dedans. Est-ce que ce sont des combattants qui ont été tués, je vais dire, régulièrement dans un combat, ou est-ce que ce sont des femmes, des enfants, des vieillards qui ont été massacrés, des civils, et donc ceux qui ont massacré sont passibles d'être poursuivis pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou même crimes de génocide, si on parvient à prouver qu'il y avait une intention d'extermination du groupe ethnique auquel ces gens appartenaient. Et donc, je pense qu'il faut se mobiliser autour de la proposition de stratégie nationale holistique de justice transitionnelle qui a été formulée par le docteur Mukwege et auquel de plus en plus d'organisations, de personnalités se rallient pour pouvoir faire pression
sur les autorités nationales, mais aussi sur la communauté internationale pour que soient mis en place justement tous ces mécanismes de la justice transitionnelle. Merci beaucoup, M. Luc, vous avez pris assez de temps, mais vous avez parlé de choses qui étaient importantes et je pense que beaucoup d'autres qui voulaient intervenir trouvent déjà leurs préoccupations et développées dans votre présentation. C'est pour ça que je vous ai laissé encore beaucoup plus de temps. Mais vous n'avez pas dit votre organisation. Si les gens sont intéressés à connaître votre organisation, ce serait aussi mieux qu'ils sachent à qui ils ont affaire aussi. Oui, bon, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme au Congo, donc de 2001 à 2011. Auparavant, j'étais directeur d'Amnesty International en Belgique francophone et actuellement, dans le domaine qui nous occupe, je suis un des cofondateurs du mémorial en ligne dont Jean Maubert Senga a parlé tout à l'heure et dont je vous donne l'adresse www.mémorialrdcongo.org. Ça se trouve aussi dans le chat. Vous pouvez vous inscrire à ce mémorial qui rappelle quasi quotidiennement les crimes de masse qui ont été commis en RDC, mais qui aussi essaye d'informer sur les actualités, sur tout ce qui se fait dans le combat de la lutte contre l'impunité pour les crimes commis en RDC et aussi dans le combat pour la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle dont je viens de parler. Je peux mettre en ligne aussi dans le chat mon adresse email et ceux qui veulent avoir plus de renseignements peuvent envoyer, y compris communiquer leur numéro de téléphone par lequel nous pourrons les impliquer dans le groupe WhatsApp Mémorial RD Congo. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On avait 3 questions. Bon, en fait, pour moi, je trouve la première intervention et la troisième, c'était des interventions contributives, puisque notre premier intervenant avait beaucoup plus montré la situation telle que ça s'est passé dans le Sud qu'il y a lieu de définir les génocides. Et comme notre intervenant, le professeur Jacques Mbokani, nous a montré qu'il y a possibilité que telle situation soit qualifiée de génocide et qu'il y a possibilité que telle autre situation soit qualifiée dans le crime de guerre. Et donc, c'est déjà une bonne chose si on peut être capable de manipuler le concept, puisque c'est ça le nœud de problème, puisque savoir comment présenter sa plainte avant qu'elle trouve gain de cause. Ils ont aussi la préoccupation qu'on a donnée, c'était celle de savoir comment le collectif fonctionne et en quoi c'est quel lien le collectif a avec l'initiative de Dr Mukwege et c'est depuis quand que ça existe et en quoi comment est-ce qu'on s'investit pour identifier les auteurs. Je pense que tout au début de l'intervention, John avait présenté comme quoi le collectif, c'est un rassemblement des organisations qui sont en train de travailler sur la situation des tueries sur le territoire congolais et qui s'avérerait que si chacun a réalisé qu'on ne peut pas adresser cette affaire seul. Et c'est pour ça qu'on est en train de vouloir toujours se joindre aux initiatives qui sont en cours, mais aussi à se mettre ensemble. Comme vous le savez, vous avez posé la question de savoir comment on collabore avec Dr Mukwege. Comme COPAX, c'était la réponse directe à la demande de Dr Mukwege. COPAX, c'est là, puisque c'est là où on est en train de faire passer tout le message du Dr Mukwege et toute la stratégie qu'il a définie, entre autres la justice transitionnelle, comment on peut adresser ce problème au niveau tant national qu'international. Ça veut dire que nous ne sommes pas prétentieux, comme on l'a dit, de penser que nous pouvons faire des choses seuls. Et c'est pour ça que cette réunion a réuni non seulement les gens de terrain, mais aussi des gens
de recherche, mais aussi ceux qui sont habilités à faire le lobbying. Il y a certaines organisations, par exemple, ce que je vis, comme l'Église luthérienne, qui font vraiment des lobbying, qui font des activités en faveur de la stabilisation, de la stabilité de la justice au niveau de notre pays. Bref, collectif, ça ne date que de moins de ces 2 ans par rapport à comment on s'est rencontrés au niveau de State Department quand on faisait des démonstrations, les démonstrations devant revendiquant la justice au Congo, et qu'ils sont ouverts à faire le partenariat avec quiconque. Et nous n'avons pas des éléments bien préconçus. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut faire un couloir à ceux qui ont des éléments de terrain à vouloir le présenter le moment venu pour adresser le problème tel que défini, si ça sera au niveau national ou bien au niveau international, selon que nous allons nous décider ensemble ou bien dans l'avenir, parce que ce n'est pas une affaire de demain, c'est une affaire continuelle et qu'on devra assurer qu'on est sur le bon chemin. Les intervenants, Jacques et... Je voulais te compléter, Sylvie, parce que Emmanuel de la Lutte avait demandé aussi si on se limitait seulement à Béni, je pense. Non, on ne se limite pas. Ça, c'est une petite incompréhension qu'il y a eu avec nous et le professeur Jacques Mbokani, mais sinon, on prend ça comme un examen d'un type spécifique, Béni, mais sinon, on ne se limite pas qu'à Béni ou au Nord Kivu. Nous, le génocide congolais ou les génocides, comme on pourrait le dire, on pourrait les définir dans le futur, on ne se focalise pas sur un lieu. Donc, pour nous, que ce soit Makobola, d'ailleurs, il y a des personnes, des représentants des organisations qui interviennent à Makobola. Qui donnent déjà son numéro de téléphone. Il y a eu aussi des personnes du Katanga qui s'étaient inscrites. Voilà. Donc, on est vraiment sur toute la République du Congo, vraiment. On ne se limite pas que à un endroit bien précis, vraiment. Merci. À moins qu'il y a un autre membre du collectif qui a un mot à dire. Il faut que j'écoute ça, sinon ça va partir quand il va. Quelqu'un a laissé son micro ouvert. Je vais fermer. Okay. Je peux dire quelque chose? Allez-y, professeur. Oui, je voudrais que les Congolais en général et Luc, qui est un ami du Congo depuis longtemps, je connais ce nom-là dans les milieux de la société civile, que tous prennent le courage de demander le sommet et si les résultats et le plancher, ce n'est pas mauvais. Donc, le génocide, c'est ce qu'il faut que les Congolais prennent le courage, je dirais l'audace d'exiger, dont il faut exiger la reconnaissance, mais en s'y prenant d'une manière habile et tactique. Et le génocide de Tutsi au Rwanda a été reconnu avant que le tribunal international sur le Rwanda soit créé. C'est pour vous dire qu'il y a tout un autre débat sur les questions juridiques et les questions politiques. Mais le politique a toujours pris le dessus du juridique. Et c'est pour cela que les Congolais doivent savoir seulement développer des stratégies pour convaincre les politiques, mais en commençant par le gouvernement congolais lui d'abord. C'est ça qu'il faut d'abord faire. C'est le gouvernement congolais qu'il faut d'abord amener dans la danse et obtenir que le gouvernement congolais étudie et demande. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes toujours et assez souvent en déphasage avec nos gouvernants. Et nous devons faire en sorte que nous puissions changer cela. Merci. Merci, professeur. Professeur Jacques et maître Jean Maubert, est-ce que vous avez une intervention par rapport aux trois? Je pense que Jean Maubert a dû quitter, il s'est excusé parce qu'il a une autre réunion qui l'attendait. Professeur Jacques Mbokani, vous avez... Ben oui, ça me donne beaucoup plus de temps pour
réagir, mais je vais être bref parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment de questions qui m'ont été adressées. Je vais donc ici revenir sur deux petits points. Le premier, c'est quand on parle du génocide, hein, il faut savoir que l'enjeu porte principalement sur l'intention spécifique. Et cette intention spécifique-là, ce n'est pas par rapport au nombre de victimes, c'est par rapport à ce qui se passe dans la tête des auteurs des actes. Donc, il faut une enquête qui est orientée beaucoup plus du côté des auteurs des actes que du côté des victimes. Je vois que souvent, par exemple, du côté de Beni, on montre beaucoup plus les victimes. La question de Makobo, là, on parle beaucoup plus des victimes, mais on parle très peu des auteurs et surtout des éléments qu'on a contre eux pour montrer qu'ils ont agi dans telle intention. Et donc, je pense que c'est un point important qu'il faut intégrer, de se dire que c'est des enquêtes orientées du côté des auteurs et pas du côté des victimes. Et le deuxième point maintenant, c'est par rapport à la justice transitionnelle. Je crois qu'il faut faire attention avec ce concept-là, parce que la justice transitionnelle comporte trois volets. La répression des crimes orientés contre les auteurs des crimes, les réparations et le travail de mémoire. Et donc, dans la plupart des cas, quand on parle de ces mécanismes de justice transitionnelle, c'est souvent pour occulter le premier point qui touche la répression et pour ne parler que des réparations et surtout du travail de mémoire. Parce que le travail de mémoire, là, dans la plupart des cas, on recommande les réparations, mais pour financer les réparations, c'est toute une autre histoire. Moi, j'ai fait des travaux sur les travaux des commissions de vérité et réconciliation qui ont recommandé des réparations, des poursuites, mais ça n'avance pas. Et donc, il ne faut pas qu'on utilise ce concept-là de justice transitionnelle pour occulter la responsabilité de poursuivre et de punir les auteurs de crimes. C'est un point que je trouve important pour insister dessus. Et enfin, à propos de la liste des auteurs présumés qui sont cités dans le rapport Mapping, il ne faut pas penser que les Nations Unies peuvent vous livrer cette liste-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Et ça fait que tant qu'il n'y aura pas un tribunal qui les poursuit et qui les condamne, on va être hésitant pour publier leur nom. Et voilà quoi. Et donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donner la parole encore, s'il vous plaît, respectez les principes. On a avec en plus 1 minute pour vous laisser. J'ai M. Jean-Paul Assoumey et après, M. Jean-Paul, ça sera Alongo et puis ça sera Kassai Laetitia. Vous avez la parole, M. Jean-Paul Assoumey. Le micro est toujours fermé. Pendant qu'on peut ouvrir, quelqu'un peut nous ouvrir le micro de Jean-Paul Sommet? En tout cas, on l'a déjà ouvert. C'est à lui maintenant d'ouvrir son micro. Jean-Paul, si vous n'êtes pas là, on va... Est-ce que vous m'entendez? OK. Oui. Oui, moi c'est Jean-Paul Soumei Bonguessa, membre d'Amnesty International France, chercheur indépendant, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion des droits humains. C'est une contribution. Je remercie d'abord l'initiative. Je ne vais pas abuser de votre temps.
Et je remercie aussi les intervenants. Mais toutefois, j'ai voulu souligner un aspect parce qu'avec les deux intervenants, et précisément le prof Monkani, et je les remercie beaucoup, il a bien détaillé l'école onusienne du concept génocide. Mais je voulais attirer l'attention que le concept du génocide, ce n'est pas seulement du plan. Il ne faut pas seulement avoir cet aspect seulement dans une définition onusienne ou juridique du concept. Il y a aussi l'école, il y a deux écoles. Il y a l'école onusienne et il y a aussi l'école pluridisciplinaire. Là où aussi on parle de ces concepts, où on développe, où on encourage, on nous encourage à faire l'histoire, à écrire, les sociologues, les historiens, les anthropologues à contribuer, même si les pesanteurs politiques ne font qu'on ne puisse pas reconnaître le génocide dans nos milieux, mais au niveau local, au niveau national, nous pouvons déjà reconnaître ça et célébrer ça. Parce qu'un génocide reste génocide, quand bien même au niveau international, on n'a pas reconnu ça. Je ne vais pas beaucoup développer. Tout ce qui a été, c'était bien. C'était pour attirer l'attention qu'il n'y a pas seulement l'école onusienne, il y a aussi l'école pluridisciplinaire sur le concept de génocide. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Paul, en tout cas d'être succinct. Si tu me permets juste de dire un petit mot à M. Jean-Paul. Allez-y. Ah, ok. Comme aujourd'hui, on a eu à avoir l'honneur d'avoir l'école juridique qui a présenté les choses, est-ce que l'école comment vous avez dit? Multidisciplinaire. L'école pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire pourrait nous permettre aussi de nous aider, de nous éclairer sur les éléments juridiques, les conditions, pardon, pas juridiques, mais historiques. Éléments constitutifs. D'accord, on va... Prenez le terme pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, oui. OK. Oui. Alors, à bientôt. Alors. Merci beaucoup, M. Jean-Paul, d'être succinct. Directement, nous allons à M. Alongo. Merci. M. Jean-Paul, vous avez dit quel organisation? Oui, vous avez dit. Je suis membre d'Amnesty International France, chercheur indépendant et enseignant d'université en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. M. Alongo, est-ce que vous êtes là? Votre micro, vous pouvez l'ouvrir, on va vous écouter. Monsieur Ley dit aussi Ley David avec Monsieur Jean-Paul. Monsieur Ley et Jean-Paul, on aura besoin de vous pour discuter de cette thématique. Monsieur Alonso, vous êtes là? Voilà, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Alongo. C'est Monsieur Alongo, vous m'écoutez? Oui. Voilà, je suis docteur en droit de l'Université de Gand en Belgique. Depuis 2009, nous avons créé une ASBEL, une association sans but lucratif ici en Belgique qui s'appelle le Mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, MIRGEC en abrégé. Alors, nous avons mené beaucoup d'actions ici en Belgique et j'ai même déposé plusieurs plaintes à la Cour pénale internationale. Malheureusement, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on dépose une plainte en tant qu'organisation privée et que sais-je encore, ou en tant qu'individu ou victime, cette plainte est reçue comme amicus curiae. Donc, vous n'êtes pas, donc valablement, la plainte n'est pas déposée. Il faut qu'il s'agisse d'un État qui a signé et ratifié la Cour pénale internationale. Il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le procureur qui peut, ou dans certaines mesures, s'autosaisir du crime. Donc, de constater, par exemple, qu'au Congo, il y a un crime de génocide qui s'est commis. Alors, je vais être bref en disant ceci, que ici, il s'agit de la reconnaissance du génocide congolais. Mais devant la situation, nous savons que nous avons le crime contre l'humanité, le crime de guerre, les crimes d'agression, qui sont aussi des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Je vais dire les articles, bon, tout est groupé dans l'article 5 du statut de Rome, article 6, génocide, article 7, crime contre l'humanité, article 6, génocide, 7, crime contre l'humanité, 8, crime de guerre, 8, 10, crime d'agression, qui est un crime contre la paix, et ce sont les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Mais ce que nous devons savoir, le groupe, le collectif et tous les amis qui me suivent en ce moment-ci, c'est que nous sommes dans un contexte similaire au combat David et Goliath. Ne pensons pas que si nous voulons qu'on puisse reconnaître les génocides congolais, ça sera facile. C'est tout le monde qui doit se mettre ça en tête. Donc, ça ne sera pas facile. Il y aura beaucoup d'écueils. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi refuser. Parce que moi, j'ai eu cette expérience au niveau de l'Union européenne, parce que j'ai déposé aussi, n'est-ce pas, des mémorandums là-bas. Mais il y a des gens de l'Union européenne qui m'ont dit, ben, est-ce qu'il y a un génocide au Congo? Même s'il y a un génocide, et je pense que notre maître Nsenga l'a dit ici, ou non, je pense que le professeur Mokane l'avait démontré que quelque part, il y a une juridiction qui reconnaît, il y a une jurisprudence qui reconnaît, mais une autre qui refuse. Donc c'est comme ça que ça se passe aussi. Quand vous allez, moi j'ai la chance de comparaître souvent, de plaider devant des cours et tribunaux, mais ce qui se passe, c'est que quand vous allez aider votre cause, il faut que vous soyez positif déjà. Vous allez vous dire, non, moi je vais pour gagner. Et l'autre côté aussi, lui aussi, il y va pour gagner. Alors nous devons nous mettre en tête que notre combat, c'est un combat noble, notre cause est juste au Congo et il y a le génocide. Il faut déjà se mettre ça en tête. Mais si nous commençons à douter, même si vous avez tous les éléments de preuve, on ne va jamais accepter. J'ai déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Le procureur sait très bien qu'il y a un génocide qui se commet parce que c'est un groupe national, c'est-à-dire les Congolais. On le sait, il y a des Rwandais, des Burundais et d'autres personnes qui viennent massacrer les Congolais à Beni. Ce ne sont pas des Rwandais qu'on massacre à Beni. Mais il y a déjà, nous sommes dans le contexte même du génocide. Mais malheureusement, le procureur ne se saisira ou ne s'est jamais saisi valablement ou de manière sérieuse la question du génocide congolais. Donc, c'est un problème de Congolais. Nous devons nous battre. Parce que moi, en créant, je vais terminer par là, en créant le MIRGEC, je t'ai dit ceci, que la Première Guerre mondiale, à elle seule, avait fait plus ou moins 9 millions de personnes tuées. Toutes les nationalités et les armées confondues. Le génocide de Juifs, il y a eu 6 millions de Juifs tués. On a reconnu le génocide des Juifs. Au Rwanda voisin, moins d'1 million de personnes tuées, on a reconnu. Mais chez nous, déjà, on a dépassé les 8 millions. On ne reconnaît pas le génocide. C'est vrai. Merci, professeur. Il y a aussi dans le génocide, nous devons d'abord cerner. Je vais terminer par là, excusez-moi, je vais terminer en disant ceci. Le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie des gens, mais il y a aussi, quand vous voyez bien l'article 6, il y a la soumission intentionnelle d'un groupe de gens à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Sa destruction physique. Alors, donc, quand nous constatons, par exemple, au Congo, si les dirigeants soumettent le peuple congolais à des conditions animales comme celles que nous connaissons, et ces conditions qui conduisent à la mort, c'est aussi un acte de génocide, ça. Ce n'est pas simplement exterminer. L'intention, la personne devant la justice dira que non, moi je n'ai jamais fait ça. Oh, moi je ne voulais, ce n'était pas mon intention. Mais quitte à nous de tirer le verre du nez pour décortiquer, pour extirper l'intention de l'auteur. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne devons pas aller là-bas dire que l'intention, on ne sait pas, comment on appelle ça, mens rea. Vous devez tirer ça de l'autre. À partir des enquêtes qu'on vous menez, vous allez découvrir que oui, cet homme avait cette intention-là. Mais lui, il ne viendra pas vous dire que moi, j'avais l'intention d'exterminer en tout ou en partie le groupe ethnique ou le groupe racial ou le groupe national. Bon, malheureusement, je m'arrête là. J'aimerais même qu'on puisse échanger avec le professeur Mbokani, maître Nsenga et les autres. On peut échanger en aparté. Et ce sera très, très bien parce que moi, je pense qu'il faut une certaine cogitation. Il faut une conjugaison des raisonnements pour pouvoir arriver à faire reconnaître le génocide congolais. Parce que c'est ça notre objectif. Nous ne pouvons pas aller là-bas en disant « Oh, je ne sais pas. » Non. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que vous venez d'élever, ce sont des points importants et c'est pour ça que d'ailleurs, on est là, c'est pour de mettre, on dit toujours, de choc des idées, jaillit la lumière. C'est pour ça que nous sommes là, discuter de comment
adresser le problème. Ce qui est le point commun pour tous, c'est qu'on doit avoir justice pour ces faits commis. Mais maintenant, la question de savoir comment, c'est là où on en est. Et merci par le fait que vous êtes encore en train de montrer que là où on devra beaucoup travailler, c'est montrer, prouver l'élément intentionnel. Et cet élément intentionnel, c'est pour ça que nous sommes contents que nous avons les acteurs de terrain qui ont déjà ça dans leur tête que quand on collecte les informations, on devra toujours assurer qu'il y a cette question, cet élément intentionnel. Et merci encore pour votre incitation à ne pas baisser les bras. On doit avancer, on doit vraiment amener la cause à un niveau plus élevé dans le sens où si c'est génocide, c'est génocide. Et peut-être la prochaine fois, on voudra aussi savoir, puisque le génocide, c'est la sommité de crimes. Et encore beaucoup plus qu'on voit, ça touche sur la conscience des gens versus le crime contre l'humanité que peut-être les gens pensent que c'est lié à la guerre. C'est pour ça que peut-être il faut voir vraiment comment porter la cause au niveau plus élevé et selon nos compétences et nos capacités, on y arrivera. Donc, c'est pour ça que nous sommes ensemble, que cette occasion n'est pas l'unique. On aimerait vraiment, au moins par mois, avoir une conférence ou bien une discussion comme workshop, discuter comment on avance, comment la cause avance et comment on va, et qui sont où et comment on peut encore conjuguer des efforts ensemble pour avancer, pousser les choses vers le devant, comme on l'a dit. Je vais donner la parole. Sylvie, avant que tu donnes la parole, je pense à Laetitia. J'ai vu que le professeur Mbokani disait au revoir dans le groupe. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il veut dire un petit mot avant de partir ou s'il est déjà parti, je ne sais pas. Professeur Mbokani, il a mis sur le mute. Mais il n'est pas encore parti. Ça veut dire que dès qu'il sera là, on va lui donner la parole. Entre-temps, on reste qu'avec 2-3 personnes qui avaient demandé parole. C'est Madame Laetitia, Augustin et Congo Youth. Donc, on va donner la parole à Madame Laetitia. Alors, bonjour à tous et bonsoir à ceux qui sont déjà dans les heures du soir. Je m'appelle Laetitia, je suis congolaise d'origine et puis